Au fur et à mesure, tu as l'impression que tu as fait de plus en plus attention à quoi au niveau de la sécurité? Qu'est-ce que tu as appris au fur et à mesure des années? Alors c'est la 10e fois que la RTBF vient en Ukraine depuis le début de l'invasion russe du pays. Et là, on a décidé de revenir une nouvelle fois parce que, tout simplement, l'Ukraine entre dans sa 2e année de guerre de haute intensité. Donc en préparant cette mission, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on avait envie de prendre un peu la température de ce que vivait la population depuis un an, de vraiment être auprès des gens qui ont vécu cette guerre, que ce soit les militaires qui sont sous les drapeaux depuis un an. On va parler avec les gens de ce qu'ils ont vécu pendant cette année. Dans l'équipe, on est avec Joséphine, qui est déjà allée à plusieurs reprises en Ukraine, Gary aussi. Alors ici, on est dans une tranchée, on est sur le sol ukrainien, pas loin de la frontière biélorusse. Il nous a fallu 16 heures pour arriver depuis Bruxelles, tout simplement parce que l'espace aérien est fermé depuis le début de la guerre en Ukraine. Et on voulait vraiment comprendre en fait pourquoi des militaires ukrainiens en fait passent des heures, des jours dans ces tranchées, loin de leur famille aussi. Quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs craintes. Attention peloton, en position. L'alerte est donnée. Les hommes du bataillon de la brigade 115 de la défense territoriale courent vers leur poste de défense dans les tranchées. Personnellement, c'était ma famille qui m'a motivé. J'ai vu ma fille comprendre pendant les premiers jours de la guerre ce qu'était un missile et la guerre. J'ai vu ses larmes, j'ai compris que mes enfants ne doivent pas voir ça. C'est pour ça que je suis ici. Gary, en fait, toi et moi, ça fait depuis 2014 qu'on vient en Ukraine. Exactement. Au fur et à mesure, tu as l'impression que tu as fait de plus en plus attention à quoi au niveau de la sécurité? Qu'est-ce que tu as appris au fur et à mesure des années? Là où il faut faire très attention, c'est au checkpoint. Donc il faut déjà baisser la vitre et aller au contact avec les soldats. Enlever le GSM du tableau de bord pour leur prouver qu'on ne filme pas les checkpoints parce que filmer les checkpoints c'est interdit. De peur de révéler la position du checkpoint. Et alors pendant la nuit, ça c'est super important, c'est dès qu'on arrive à un checkpoint, on coupe les phares et on allume le plafonnier. Donc couper les phares, comme ça n'éblouit pas les soldats, et allumer le plafonnier, comme ça ils voient déjà qui est dans la voiture, le nombre de personnes. Et alors ce à quoi on fait attention aussi, c'est d'être suivi en fait. Oui, c'est ça. Avec la rédaction, on a mis en point un système de tracking. Il y a un tracker qu'on garde en permanence avec nous et un tracker qui reste en permanence dans le véhicule qu'on utilise. On donne des informations à notre personne de contact, à la rédaction qui nous suit, pour exactement qu'ils sachent où on se trouve, à quel moment on se trouve et pourquoi on se trouve dans cette position. Alors évidemment, plus on se rapproche du front, plus on évite la géolocalisation pour éviter d'être repéré. En fait, pour nous, tout l'enjeu, c'est de rester toujours en alerte. Donc d'avoir toujours notre sac pour être prêt à partir, d'avoir toujours la voiture qui est garée dans prête à repartir. Donc pas de manœuvre avant de partir. Donc elle est garée dans le sens du départ. Elle est équipée avec du matériel de survie. Le plein est plus ou moins fait, ce qui nous permet de faire au moins 400 km sans s'arrêter. Et donc voilà, on gère un peu tout ça et on veille à ce que tout soit prêt pour un éventuel départ en urgence. Pour notre deuxième reportage pour la RTBF, ici on a décidé de venir à Yaïdne, donc c'est un village de 300 habitants au nord-est de Kiev. Des habitants qui ont été littéralement cachés ici dans des caves, dans cette école, qui ont subi torture, exactions. Les témoignages qu'on a recueillis aujourd'hui sont vraiment très très durs et ces personnes par exemple nous ont donné de leur temps. On a passé plusieurs heures avec elles et elles nous ont expliqué combien le traumatisme était encore très vif. On nous a amenés dans cette chambre-ci. Au début, il y avait 140 personnes. Les gens ont commencé à mourir. Et à la fin, il ne restait que 39 personnes. Si quelqu'un mourait le matin, il était possible de demander l'autorisation d'évacuer le corps. Mais si quelqu'un mourait l'après-midi ou le soir, nous n'avions plus l'autorisation de sortir.
Alors on restait ici avec des corps par terre. Et les enfants jouaient à côté. Au fur et à mesure, en fait, des semaines après le début de la guerre, on a eu des consignes quand même plus précises de l'armée par rapport aux frappes, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on peut filmer, pas filmer. Si le site stratégique a été touché, ils ne veulent pas montrer s'il y a eu des dégâts, si la cible a été atteinte, s'il y a eu des prisonniers. Il est important pour les Ukrainiens qu'on ne devienne pas une source de renseignement pour l'ennemi, quoi. On a repéré une attaque de missiles et de drones. On se dirige vers un endroit où on doit les abattre. Cette unité de défense antiaérienne protège un des sites énergétiques les plus importants de l'Ukraine. Il est au centre du pays, mais pour des raisons de sécurité, nous ne donnons pas plus de détails. Ici, on est avec une unité de défense anti-aérienne. C'est un reportage pour lequel il nous a fallu plusieurs semaines de demandes d'autorisation, de tournage, tout simplement parce qu'il faut d'abord installer la confiance avec les responsables et puis il faut montrer qu'on va bien respecter les règles de sécurité et qu'on va vraiment s'adapter au cadre qui est exigé. Ben voilà, on arrive à la fin de la mission. Ce que moi je retiens, c'est deux choses. C'est à la fois la détermination et la résilience des personnes qu'on a rencontrées, les combattants, les Ukrainiens. Et en même temps, beaucoup de questions. Comment est-ce qu'ils vont encore réussir à tenir pendant de longs mois de guerre? On a aussi entendu beaucoup de tristesse. Donc les familles qu'on a rencontrées, c'est vraiment une tristesse très très profonde. Les gens en parlent de façon très très spontanée, surtout après ce 1 an de guerre et cette date du 24 février 2022 qui est restée dans leur mémoire, qui les a marqués. Ouais, c'est vrai. Moi je dirais une anecdote, c'est que sur tous les voyages, à chaque fois qu'on passe à checkpoint et qu'on se fait contrôler, il y a tout le temps le militaire qui nous souhaite bonne chance. Et donc ça remet un petit peu en perspective l'atmosphère dans laquelle on travaille, quoi. Et moi, c'est le 25 matin, quand je suis arrivée au petit déjeuner, j'ai demandé au maître d'hôtel comment il allait et il m'a dit « still alive ». Toujours en vie, quoi.